Bonsoir à tous. Je vais faire comme les camarades qui m'ont précédé, je vais me présenter. Je suis Dominique Cochin. Aujourd'hui, je suis avocat honoraire, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite du barreau et je me consacre à l'association que j'ai l'honneur de présider, Avocats pour la justice au Proche-Orient. C'est une association que nous avions créée en 2002. C'est une vieille association du barreau de Paris. Et en 2002, lorsque nous avions créé cette association, il y avait deux coprésidents et une coprésidente que vous connaissez tous, qui s'appelle Gisèle Halimi. Nous avons à l'époque été les premiers à avoir été désignés en tant qu'avocats étrangers, on va dire, pour défendre Marwan Barghouti, que je ne vous présente pas, et en fait, sans avoir au final été autorisé à plaider par les juridictions israéliennes, mais en tous les cas, nous étions les premiers de l'association à aller lui rendre visite dans sa cellule et à tenter d'assister son avocat palestino-israélien dans sa défense. Notre association est ancienne, ce qui présente un certain intérêt, contrairement aux associations créées depuis 2023, c'est qu'on a la possibilité de faire certaines actions en justice qui requièrent d'avoir plus de 5 ans d'ancienneté. Notamment des plaintes pénales dans certains domaines. Et nous avons effectivement déposé plainte contre des franco-israéliens, notamment une plainte contre des franco-israéliens qui bloquent les camions de vivres qui doivent entrer à Gaza, le groupe membre du groupe SAV-9, dont vous avez sans doute entendu parler, plainte contre des franco-israéliens qui participent à la colonisation, puisque la France, ayant adhéré au statut de la Cour pénale internationale, on oublie souvent, on parle du droit international, mais on appelle au respect de notre droit interne. La France ayant adhéré au statut de la Cour pénale internationale, les crimes du statut, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, existent dans notre code pénal français. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que bien souvent, on nous opposera que les conventions internationales ne sont pas en droit français d'application directe, c'est-à-dire que devant une juridiction, si on invoque un traité international, le juge nous dira « Ah, il n'a pas été retranscrit dans le droit interne, donc moi je ne connais pas, je n'applique pas ». Donc ça, c'est un gros problème. Voilà, pour vous présenter l'association, nous faisons des actions en justice, nous faisons ce qu'on appelle de advocacy, du plaidoyer, et aussi, bien évidemment, nous sommes amenés à défendre, pas l'association elle-même, puisque l'association n'est pas un cabinet d'avocats, mais des membres de l'association sont amenés à défendre des militants qui sont poursuivis du fait de leur militantisme. Alors à cet égard, je vais revenir sur ce qui a été dit, parce que je n'étais pas tout à fait d'accord. On n'est pas là pour se faire plaisir. Notre but, c'est pas de dire on existe en tant que mouvement de solidarité avec la Palestine. On est là pour défendre une cause. La priorité, c'est la cause palestinienne. C'est pas l'instant de gloire consistant à avoir tenu des propos tel ou tel devant un public enthousiaste et qui applaudit. On n'est pas là pour se faire applaudir par un public de convaincus. On est là pour convaincre des personnes qui ne le sont pas. Alors de ce point de vue-là, je et nous, avocats, nous sommes là essentiellement, et c'est notre souhait en tous les cas au sein de l'association, pour attaquer, pas pour défendre, pas pour consacrer toute notre énergie à la défense. On est là pour attaquer, et c'est la raison pour laquelle il nous semble primordial, et j'insisterai jamais assez là-dessus, que chacun soit responsable, que chacun réfléchisse à ses propos, à ses écrits, à ses actions,
avant de se lancer. Et quand on n'a pas la maturité politique, parce que c'est sûr que, bon, moi j'ai découvert la Palestine en 82, alors beaucoup des militants d'aujourd'hui n'étaient pas nés, que moi j'étais déjà impliquée. Donc forcément j'ai un recul que tout le monde n'a pas. Et par contre, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes risquent d'être maladroites. Et des fois, il vaut mieux ne pas agir que d'agir de manière maladroite. Il vaut mieux réussir par petits pas que d'essayer d'enfoncer des portes qui nous sont fermées pour donner de l'eau au moulin de nos adversaires. À partir du moment où nous savons qu'aujourd'hui, en tous les cas, et demain, j'espère que la situation va changer, nous n'avons pas les médias, ce n'est pas la peine de faire de prendre des initiatives qui seront dévoyées médiatiquement. Je prends l'exemple, et en tant qu'avocat, bien évidemment, si on était sollicité, on défendrait les personnes. Mais effectivement, un cancer où on sort des fumigènes avec le risque d'un accident, où il puisse y avoir des mobiliers qui brûlent, ce n'était pas forcément une idée aussi lumineuse que le fumigène qui a été utilisé. Il faut être prudent. Il faut être prudent dans l'action, il faut être prudent dans l'expression, parce qu'on n'a pas... alors nous, avocats, surtout en droit de la presse, et on n'est pas tant que ça d'avocats en droit de la presse, mais beaucoup n'ont pas les clés de la communication, de ce qui peut être dit et de ce qui ne peut pas être dit, parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et là je reviens sur la problématique de la répression, c'est l'évolution depuis des années de la législation visant à bâillonner et à enfermer la liberté d'expression dans un tout petit carré. Je vais vous donner l'exemple, parce que je veux être positive aussi, je vais vous donner l'exemple de l'appel au boycott. Parce que c'est un peu ce qui se reproduit aujourd'hui avec l'apologie du terrorisme. Il y a quelques années, oui, il y a une dizaine d'années, on va dire, a été bien lancé le mouvement BDS en France. Du coup, il y a eu des actions de boycott dans des magasins, et il y a un député, une personne qui était députée à l'époque, qui n'est plus aujourd'hui, un certain Meyer Habib, qui interpelle la ministre de la Justice de l'époque, Madame Alliot-Marie, pour lui dire mais il y a ces actions de boycott, c'est inadmissible, insupportable, etc. à l'Assemblée nationale. Elle répond, nous suivons cela de près, mais tant qu'aucune infraction n'est commise, nous ne pouvons rien faire. 15 jours après, on nous a trouvé une infraction. Provocation à la discrimination à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une nation, une race, une religion. Alors cette infraction, elle fait partie de ce qu'on appelle le droit de la presse. C'est la loi de 1881 qui évidemment a évolué depuis 1881, puisqu'elle recouvre tout ce qui est médias, etc. Et donc cette infraction qui visait à lutter contre des personnes qui provoquaient à la discrimination par racisme en fait, est utilisée contre des personnes qui luttent contre la ségrégation raciale, contre la colonisation, contre l'occupation. Donc c'est un système d'inversion qui a été mis en place, absolument choquant, et qui portait une grave atteinte à la liberté d'expression. Et on a mis 10 ans, pratiquement, oui, 10 ans, à plaider devant toutes les juridictions de France et de Navarre pour au final obtenir des succès. Et bien souvent, lorsqu'on obtenait des succès, il y avait le temps passant, il y a eu plusieurs ministres de la Justice successifs. Donc à chaque fois, ils envoyaient aux procureurs de nouvelles directives en disant faites attention, là ils ont gagné en gros par une nullité, donc la prochaine fois faites super attention à bien faire ceci de la bonne manière. Et ce combat s'est poursuivi jusqu'en 2020, quand la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Et donc, nous avions gagné contre
toutes les officines pro-israéliennes qui se portaient partie civile en permanence contre le gouvernement français, contre le parquet, puisqu'en France le parquet il obéit au ministère. Et nonobstant, le ministre de la Justice renvoie une directive au procureur et plus grave aux magistrats, aux juges du siège, alors qu'ils devraient être indépendants, et on ne comprend pas pourquoi on leur envoie des notes leur disant attention, faites comme ci ou comme ça, disant en gros que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il dit peut-être pas tout à fait ce qu'il dit, et que donc il faut continuer à poursuivre. Donc, du coup, on avait un dossier, justement, qui avait été plaidé en première instance et en appel à Lyon et qui avait été gagné, qui se retrouve en cours de cassation, parce que les officines pro-israéliennes se disent, bon ben, on a le ministère derrière nous, toujours et encore, et donc on va aller en cassation et on va trouver un angle pour continuer à pouvoir sanctionner les appels au boycott. Et finalement, non, la Cour de cassation, ça c'est une décision d'octobre 2023, nous a donné raison. Et aujourd'hui, l'appel au boycott, évidemment, il ne faut pas que l'appel au boycott soit associé à des propos inqualifiables, hein, c'est certain, mais l'appel au boycott en soi ne peut plus être poursuivi. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est pot de terre contre pot de fer, mais on se bat et on gagne des combats. On n'est pas, il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas être terrorisé. Il faut, si les militants à l'époque avaient dit « Ouh là là, je vais me retrouver devant un tribunal, je vais être poursuivi pour appel au boycott, j'ai la trouille, je laisse tomber », et que plus personne n'avait fait d'action de boycott, c'était gagné. De l'autre côté, perdu pour nous. Les gens ont le courage de poursuivre, mais toujours dans le respect de ce que nous considérions, nous, être le droit, parce qu'on avait bien conscience qu'on cassait le bras de la loi pour arriver à sanctionner les militants. Et au final, c'est ce que nous plaidions depuis le début, qui a été redit par la Cour européenne des droits de l'homme, c'était de la liberté d'expression, et on n'appelle pas au boycott par racisme, on appelle au boycott à raison des actions qui sont commises, de la colonisation, de crimes d'occupation à l'époque, et aujourd'hui on pourrait en viser d'autres. Donc oui, ce combat judiciaire est important, et il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, nous menons en fait le même combat sur l'apologie du terrorisme, parce que des tas d'individus sont poursuivis alors qu'ils ne devraient pas l'être. C'est pas du tout dit qu'on ne devra pas aussi, sur ce sujet, aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Certaines personnes auront tenu des propos apologétiques de manière malheureusement certaine, mais on a un vrai problème avec cette problématique d'apologie. C'est déjà, c'est quoi un terroriste, hein? Vous avez vu le président syrien, il était terroriste hier, c'est un copain aujourd'hui. Donc on a vraiment de gros problèmes. Et je voudrais apporter une petite, c'est peut-être une digression, mais c'est important, une explication, parce que souvent on me pose la question en disant mais je ne comprends pas, on entend tout le temps, de manière permanente, dans les médias, on voit des personnes faire de l'apologie de crimes de guerre, de l'apologie de crimes contre l'humanité, elles ne sont pas poursuivies, et pour un oui ou pour un non, des personnes sont poursuivies pour apologie du terrorisme. Que faites-vous, vous les avocats? Alors malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, parce que, je reviens sur cette problématique, et là encore c'est pour vous expliquer que c'est pas d'hier que la répression et que toutes les manœuvres répressives ont été mises en place, et dont on subit aujourd'hui les conséquences. En fait, l'apologie du terrorisme qui était dans le droit de la presse a été sortie du droit de la presse et aujourd'hui un délit de droit commun dans le code pénal général. Le droit de la presse, c'est une loi très particulière avec des délais de prescription de 3 mois, 1 an, avec des règles de procédure extrêmement compliquées et des règles de recevabilité pour les associations qui se constituent partie civile assez sévères. Le droit commun, c'est beaucoup plus simple.
prescription, c'est 6 ans. On n'a pas rédigé une plainte articulée qui vise le délit, etc. C'est extrêmement simple de déposer plainte pour apologie du terrorisme. Et quasiment n'importe quelle association qui a dans l'objet de lutter contre peut le faire. Donc on se retrouve avec des tas de personnes poursuivies, alors que pour apologie de crimes de guerre et apologie de crimes contre l'humanité, il y a un article dans cette loi de la presse qui dit que les associations doivent avoir 5 ans d'existence pour pouvoir poursuivre, doivent avoir dans leur objet social de lutter contre ces crimes. Et en 2017, il a été ajouté un petit article, un petit alinéa. Les crimes doivent avoir fait l'objet d'un jugement par une juridiction nationale ou internationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, associations, ou toute autre association, attaquer parce que les crimes israéliens, pour l'heure, n'ont pas été jugés par une juridiction nationale ou internationale. Seul le parquet pourrait poursuivre. Je vois quelqu'un qui lève les bras. Non, il n'y a pas eu de jugement. Il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis par la CPI, mais un mandat d'arrêt, c'est à l'égard d'une personne présumée innocente, pas une personne jugée condamnée. D'ailleurs, là encore, la CPI ne juge que les personnes qui sont dans ces geôles. Donc, avant que la CPI juge un Israélien, il faut déjà qu'il soit arrêté. C'est pas gagné. Donc, vous voyez. Tous ces textes sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et tous les textes qui sont adoptés depuis quelque temps sont là pour augmenter la répression. Il y a une loi qui vise les étudiants. Là encore, on a vu que les étudiants s'impliquaient. Il y a quand même beaucoup d'implication de la part de la jeunesse. Eh bien, il y a une loi qui permet d'aggraver la répression estudiantine. Aujourd'hui, mai 68, même pas en rêve, hein, il y aurait des morts, je pense. Et en fait, cette répression, elle existe, elle est intense, mais nous devons de manière constante travailler à lutter contre elle. Et nous, au sein de l'association, nous luttons par des moyens juridiques et judiciaires. Le président global et général, et on a été replaidé, et là c'était quelque chose d'assez, pour moi, qui a été extrêmement fort, parce que en fait, on a plaidé les référés liberté, on les plaide le jour de la manifestation, parce qu'on nous informe de leur interdiction toujours à la dernière minute. Et en fait, on avait plaidé ce référé pour une manifestation qui se tenait place de la République. La place de la République était noire de monde et on n'avait toujours pas la décision du tribunal administratif. Alors la police commençait à encercler, il y avait les canons à eau, etc. Et puis, je regardais mon ordinateur, j'attendais. La manif était à 17h30, 18h, 18h30, rien. Et puis à 18h45, je vois arriver le mail. Alors vite, je regarde, je vais directement à la fin de l'ordonnance. Et là, je vois qu'on a gagné. Et j'étais en ligne avec le vice-président d'une des associations qui était sur place à République. Et je lui dis, on a gagné. Et là, je m'attends à l'entendre dire « Ah, super, on a gagné », etc. Et en fait, j'entends un hurlement « On a gagné !» que je ne vais pas reproduire ici. Et l'hurlement qui se répercute « On a gagné, on a gagné, on a gagné !» Et pour moi, c'était vraiment extrêmement émouvant. Et les gens qui étaient sur place m'ont dit on a vu les policiers remballer, tac, 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 et ils sont partis, on a fait notre manif tranquille. Donc, oui, on a des victoires, il ne faut jamais lâcher. La répression est intense, elle est intense dans les ordres. Hein. Il y a des avocats, moi j'ai assisté des confrères devant le Conseil de l'ordre. Il y a l'ordre des médecins. Vous avez dû entendre parler de ce médecin marseillais hein, qui a gagné. On a des conseils de discipline pour des étudiants. Donc,
il faut effectivement qu'on soit toujours là, toujours présent, pour pouvoir agir et réagir. Mais par contre, moi je le dis sans gêne, si les propos m'apparaissent contraires à la cause que je défends, même si c'est quelqu'un qui dit « moi je défends la Palestine » mais qui dit n'importe quoi, je ne vois pas l'intérêt d'aller soutenir cette personne parce que quelque part il jette l'opprobre sur notre cause. Et c'est mon point de vue. Après, parce que je suis un avocat engagé. Après, c'est le métier de l'avocat aussi de défendre. Et un avocat, je suis avocat engagé de ce fait un peu dans le collimateur, donc je ne peux pas m'autoriser à être associé à des prises de position où on viendrait dire qu'elles sont miennes. Après, le rôle de l'avocat, c'est la défense, et il est tout à fait normal de défendre ces personnes. On défend des criminels et des pédophiles, on va pas aller pourquoi on n'irait pas défendre quelqu'un qui a eu un excès dans sa liberté d'expression. Après, le problème du retrait de la partie de la loi concernant l'apologie du terrorisme et de l'intégration dans le droit pénal général, c'est un vrai problème aussi parce que ça aboutit à ce que des magistrats qui ne soient pas du tout spécialisés dans le domaine de la liberté d'expression, de la liberté de parole, soient amenés à juger en fait ce qui relève de ce domaine, parce que même si on a sorti ça de la loi sur la presse, c'est quand même l'article 10 sur la liberté d'expression de la Convention européenne des droits de l'homme qui doit s'appliquer dans ce domaine-là également. Et donc, il y a un vrai problème, un problème aussi de méconnaissance par les juges de la jurisprudence, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a dit, en fait, c'est pas une matière dans laquelle il devrait y avoir des peines de prison. Et cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'est pas appliquée. Hein, on vient encore de parler de cette jeune niçoise, je ne sais pas ce qu'elle a dit, peu importe, mais en tous les cas qui est en détention provisoire, semble-t-il. Donc, en fait, de manière constante, on casse le bras de la loi. Il y a des personnes qui sont poursuivies encore. Il y a un dossier qui sera plaidé en juin sur une personne à qui on reproche limite le port d'un t-shirt avec écrit boycott Israël, Palestine vivra. Vous lui reprochez un truc où il y a écrit Palestine vivra? What? Donc voilà où nous en sommes, avec des procureurs qui obéissent aux instructions de leur ministre de tutelle, avec zèle, et un zèle souvent déplorable, parce que quand on en vient à poursuivre quelqu'un parce qu'il y a écrit Palestine vivra, ou on a eu le cas aussi de militants qui ont été sur un stade pendant un match de basket à Nanterre, Israël, enfin Nanterre est une équipe israélienne, et certaines personnes qui n'ont pas été sur le terrain avaient juste sorti des drapeaux. Et là, c'est des dispositions du Code du sport qui avaient été évoquées sur le fait de brandir dans un stade des insignes incitant à la haine, racistes, etc. C'est un article du Code du sport. Et là, on tombe de l'armoire quand même. Un drapeau palestinien, c'est de l'incitation à la haine. On ne peut pas l'accepter, on ne doit jamais accepter ça. Et il faut toujours être là, présent, pour remettre les pendules à l'heure. On ne peut pas accepter une situation dans laquelle on va interdire un colloque avec d'imminents professeurs et autoriser une messe pour le maréchal, enfin Pétain, je n'ose même pas l'appeler maréchal. Donc, cette situation, cette dérive que nous vivons, c'est notre rôle à nous, avocats, aussi d'être là de manière constante pour dire non, ça on ne laissera pas passer. Et c'est aussi notre rôle, je pense, en amont, des fois, de dire et d'informer pour éviter que certaines erreurs
puisse être commise. En ce qui concerne, par exemple, j'ai entendu tout à l'heure le gel des avoirs, il faut que tout le monde... non, on ne peut pas, si on a subi un gel des avoirs, on ne peut pas aller faire de la collecte auprès des assos. Il y a des règles, il y a des textes, et malheureusement, ils sont ce qu'ils sont, mais il faut absolument rester dans le cadre de ces dispositions. Par contre, quand on subit un gel des avoirs, on peut de manière quasiment, même si c'est tous les jours, peu importe, demander, il y a un mail dédié, le déblocage de fonds. En général, il y a un déblocage d'une somme d'argent qui est faite pour les besoins du quotidien, mais si on a une dépense particulière, d'en justifier pour avoir le déblocage. Alors, c'est à double tranchant, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Parce que lorsqu'on fait une action en justice et qu'on veut faire un référé pour dire mes avoirs sont bloqués, donc je veux faire une action en justice, on nous oppose, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence parce qu'on vous a débloqué de l'argent. Donc vous n'êtes pas dans l'urgence. Alors qu'on a tout son argent, on est privé, c'est un droit fondamental, la propriété, le droit de propriété. Or, on est privé de la propriété de ses biens, de ses biens, de son argent, c'est une privation d'un droit. Et le plus grave encore, c'est que lorsqu'on fait un recours au fond devant le tribunal administratif, eh bien ce recours, on fait notre petite cuisine, on dépose la requête, et le tribunal l'enregistre, communique ça à l'administration, qui doit répondre. Sauf que, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne répondent pas. Et comme le gel des avoirs, ça dure 6 mois, et que les procédures au tribunal administratif durent une éternité, le gel des avoirs a pris fin avant qu'il n'ait répondu. Mais il est renouvelé par une nouvelle ordonnance, donc il faut faire un nouveau recours. Et ils ne répondent pas. Et donc ça prend fin, et on recommence. Et la vie est belle. On ne nous répond jamais sur les arguments qui sont développés contre le gel des avoirs, et c'est renouvelé, on fait requête, requête, requête. Et tout cela, de mon point de vue, à un moment ou à un autre, ça devrait arriver là aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est une privation même des droits de la défense. C'est une privation d'un droit fondamental qui est le droit de propriété. C'est une privation d'un droit à un procès équitable. Et tout cela, eh bien, c'est des choses pour lesquelles nous continuons à nous battre, comme sur la problématique des dissolutions. Alors, comme je vous l'ai dit, personnellement, je suis impliquée dans la question palestinienne depuis 1982. J'ai découvert avec Sabra et Shatila la question palestinienne dont j'avais jamais eu connaissance avant. Et en fait, du coup, j'ai aussi beaucoup plaidé contre les militants de la Ligue de défense juive. Il y a quelques années de cela, ces groupuscules, essentiellement la Ligue de défense juive, mais aussi le Bétar, agressaient physiquement les militants de la cause palestinienne, avec des agressions d'une violence inouïe. J'ai eu des cas où ils arrivent en scooter, en voiture, etc., à 40, avec des armes, des matraques, des chaînes, etc. Ils agressent un spectacle qui était pour les enfants de Gaza, encore après des bombardements, dans un contexte de bombardement une fois aussi. Et le premier type sur lequel il tombe, il le lynche, il le roule de coups, etc. Et les exemples de ces violences sont enfin j'en ai des tonnes. Un journaliste, un jeune journaliste juif, ils lui mettent un cocktail Molotov sous sa voiture. Et ils continuent à l'appeler en le menaçant après avoir fait sauter leur cocktail Molotov. Et puis à un moment, les gendarmes sont arrivés. Alors c'est le gendarme qui répond, gendarmerie des Yvelines, oups. Et des actions comme ça, des agressions, et je m'en ai plaidé un nombre incalculable. Et en fait, quand je regarde les peines qui ont été prononcées, on était quand même content d'avoir pu identifier,
d'avoir pu obtenir des condamnations. Et quand je regarde les peines qu'ont eu ces personnes qui ont causé des jours et des jours d'ITT, qui ont commis des violences avec armes, en réunion, à raison de l'appartenance à une nation, une race, une religion, avec des jours et des jours d'ITT, eh bien je peux vous assurer que les peines, elles n'étaient pas aussi graves que ceux qui sont accusés d'apologie du terrorisme aujourd'hui. Et ça, c'est totalement scandaleux. Et toutes ces agressions ont abouti à ce que l'on demande moult fois la dissolution de ces milices, qui n'ont jamais été dissoutes, qui continuent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur le site de la Ligue de défense juive, parce que bon, la question de la CRI qui a été dissoute en partie au visa de commentaires, de public, c'est-à-dire une petite association qui n'a pas le temps d'aller contrôler tout ce qui s'écrit et de supprimer les commentaires qui sont parfois, qui peuvent être un peu déplacés. Certains qui ont été incriminés n'étaient franchement pas déplacés. Eh bien on dissout en disant mais vous aviez qu'à supprimer les commentaires, vous avez laissé des commentaires, donc on vous dissout. Quand vous allez sur le site de la Ligue de défense juive, que vous lisez les commentaires encore aujourd'hui, que vous avez connaissance de leurs actions, passées et présentes, vous vous dites, ben en fait, c'est une république bananière. C'est plus, enfin, le 2 poids 2 mesures, puissance 10, puissance 100. Quand notre présidente Gisèle Halimi est décédée, les insultes à sa mémoire qui ont fleuri sur le site de la Ligue de défense juive, c'était quelque chose, mais d'une vulgarité sans nom. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'ai eu le cas, et c'est quelque chose qui m'avait marqué, d'une personne qui était morte noyée, et sur le site, il était dit « Un arabe à la Seine, la pollution. Tous les arabes à la Seine, la solution. » Et ben ça passe comme une lettre à la poste parce que c'est la Ligue de défense juive et quand le gouvernement a envisagé sa dissolution, eh bien il y a des officines qui sont à tuer et à trois avec les membres du gouvernement. On l'a vu, Meilleur Habib, c'est toujours bisous à monsieur. Alors c'était pas sous la présidence de monsieur Macron, hein, c'est fait, mais qui vont et qui disent bon ben voilà. Voilà exactement, nous ce qu'on veut et ça passe. Donc là aussi, nous sommes là pour lutter contre ça. Il y a plein de choses qui se passent. Je ne sais pas si vous avez vu l'ARCOM. L'ARCOM, c'est cette organisation que l'on doit, qui surveille les réseaux et les médias. Eh bien, il y a des associations qui ont été désignées signaleurs de confiance. Un signaleur de confiance, c'est quelqu'un qui a suffisamment, qui investit de la part de l'ARCOM une confiance suffisante pour pouvoir aller signaler des propos et mettre en cause une entité en disant attention, vous avez écrit ça, vous avez intérêt de l'enlever, etc. Donc dans ces signaleurs de confiance, il y a un certain nombre d'associations, associations de la protection de l'enfance, associations de protection des consommateurs, associations de protection des animaux, etc. Puis il y a 2 entités, il n'y en a pas 3, il y en a 2 pour, on va dire, entre guillemets, lutter contre le racisme et l'antisémitisme. C'est le CRIF et la LICRA. Donc, voilà, la LICRA, théoriquement, lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec quand même souvent des prises de position. J'ai eu à plaider contre la LICRA justement sur les questions de boycott. Donc il y a quand même un problème de ce point de vue-là, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas forcément la vision du droit tel qu'elle devrait être. Le CRIF, n'en parlons pas, c'est un organisme de propagande,
de soutien politique à la politique israélienne. Ce n'est pas une organisation de lutte contre le racisme. Donc on se trouve en fait avec une non-représentation de la lutte contre le racisme au niveau de l'ARCOM. Et tout est à l'avenant. Donc lorsque mon confrère Alain disait tout à l'heure il faut être là dans les associations de parents d'élèves, il faut être là dans tout, oui, il ne faut pas tourner le dos en disant on n'est pas d'accord avec eux, tout ce qu'ils font ça ne me convient pas donc j'y vais pas. Il faut changer les choses de l'intérieur. On est citoyen à part entière, il ne faut pas l'oublier et il faut regagner notre place en tant que citoyen pour faire changer les choses. Et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à lutter contre cette répression qui est, je confirme, alors je ne voulais pas revenir sur des exemples de comportements répressifs parce que c'était un peu l'objet de la première partie de cette réunion et les exemples, vous en connaissez tous, j'imagine, des tonnes. Mais il faut absolument rester la tête haute, ne pas reculer, ne pas avoir peur de la menace. Vous savez, moi, le 9 octobre 2023, alors le 7, le 8, c'était un week-end, j'étais comme beaucoup dans un état de sidération, je n'ai rien publié, rien dit, rien écrit. Le 9 octobre, j'arrive à mon cabinet, et on donne mon courrier, il y a une grande enveloppe, et à l'intérieur, il y a des menaces de mort. Déjà, je n'avais rien fait, hein. Je suis menacée, ok. C'était pas la première fois, donc bon, on prend l'habitude quelque part. J'écris quand même à mon ordre, en disant, il y a eu des fois des menaces contre des confrères, ça a fait le buzz. J'ai plus aucun retour, rien. Je relance, ouais, on va vous répondre. Et puis en substance, la réponse c'était, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? En gros. Donc, oui, on est conscient, hein, on est bien conscient de cette différence de traitement. Et aussi, de manière anecdotique, je pouvais vous raconter moi-même dans mon parcours où j'étais collaboratrice puis associée d'un cabinet. Et puis, le jour où j'ai décidé, justement, parce qu'il y avait eu j'avais voulu prendre un stagiaire israélien et en fait mon associé qui connaissait mes engagements depuis longtemps me dit mais il connaît vos engagements. Je lui dis oui c'est un arabe israélien. Ah non, hors de question, il met pas les pieds au cabinet. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, j'ai claqué la porte, j'ai dit bon c'est comme ça, moi, je m'en vais. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie. C'était un cabinet dans lequel je suis restée 16 ans. Et du jour au lendemain, des clients que je connaissais depuis 16 ans ne me parlaient plus. Lorsque je décrochais le téléphone, ils ne donnaient ni bonjour ni merde. Ils demandaient le nom de mon associé. Et fin de l'histoire. Et je suis partie. J'ai découvert que l'histoire avait été je me débarrasse, les mots sont pas sympas, mais je me débarrasse de Dominique qui fait de la politique, qui soutient la cause palestinienne. Je me suis installée avec 0 client. Donc oui, il y a de la répression, oui, l'opinion publique elle est ce qu'elle est à certains égards, et il faut faire avec, il faut l'assumer. Et comme l'a dit Alain, quelqu'un qui est parti parce qu'on l'a viré à cause de ses positions, après a eu un meilleur salaire. Moi, après, j'ai eu mon propre cabinet, mon indépendance, et j'ai recréé une clientèle. Alors oui, il y a eu quelques mois difficiles, mais peu importe. Il faut rester la tête haute parce que c'est nous qui défendons le droit. C'est nous qui sommes du côté de la justice et du droit. On n'est pas en train de se battre pour quelque chose de vain. Il faut que le message passe qu'on soutient
La justice, on soutient des valeurs contre des personnes qui soutiennent des crimes pour l'argent, en grande partie parce que depuis qu'on a trouvé du gaz dans les eaux gazaouis, il y a du gaz à Gaza. Et c'est des millions, voire des milliards qui devraient revenir aux Gazaouis. Et ça, personne ne veut qu'ils récupèrent ces milliards. Donc les eaux territoriales, il faut se les approprier. Et tout le monde veut, aujourd'hui, tout le monde veut un bout du gâteau. Et nous, c'est contre tout ça que l'on se bat, toutes ces injustices. Et je pense sincèrement que nos gouvernants ont pris le soutien d'Israël, pas seulement par rapport à des pressions politiques israéliennes, de l'amitié, etc., mais c'est aussi une position politique, de politique intérieure. La gauche, qui est naturellement un peu considérée comme humaniste, la gauche a pris le parti de Gaza. En tous les cas, peut-être pas toute la gauche, mais une partie de la gauche. Et à partir du moment où on doit s'opposer à cette gauche en politique intérieure, eh bien en diabolisant tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font et tout ce que dit et ce que fait la Palestine, ça devient, ou les Palestiniens, ça devient le soutien, ils soutiennent le terrorisme, ils soutiennent, etc. Et en fin de compte, on marche sur des cadavres d'enfants pour gagner des voix électorales. Il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. Et quelque chose qui doit être dénoncé, et il y a eu une évolution totalement qui s'est faite sur plusieurs années. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais dans les années 80-90, je recevais un magazine qui s'appelait France Pays Arabes. C'était un magazine qui était édité par des gaullistes. Et c'était un magazine qui avait des articles extrêmement documentés, extrêmement pertinents sur la Palestine. Et aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. On a un petit peu de Dominique de Villepin là, voilà, mais pour le reste, il n'y a plus de pertinence en réalité par rapport à la question palestinienne. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est toujours lutter contre ce double discours. Encore un exemple, le président de la République reçoit Mahmoud Abbas, il dit « Ah, la colonisation, ligne rouge à pas franchir ». Attends, la colonisation, la ligne rouge, elle est franchie depuis quand même quelques années. Si tu n'en es pas conscient, mec, il y a un problème. Et à côté de ça, il y a le salon Millipol. Alors le salon Millipol, c'est théoriquement un salon tourné plus vers la sécurité intérieure. On accepte les entreprises israéliennes au motif d'un cessez-le-feu à Gaza. Oui, mais enfin, c'est des entreprises qui font de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale et qui servent à toute la répression en Cisjordanie et qui servent à la colonisation. Donc, pourquoi accepter la présence de ces entreprises si on veut lutter contre la colonisation au motif d'un cessez-le-feu qui a déjà entraîné plus de 200 morts? Parce qu'il y a quand même, depuis le cessez-le-feu, plus de 200 morts palestiniens. Il y aurait eu 200 morts israéliens depuis le cessez-le-feu, qu'on n'en serait quand même pas là. On ne viendrait pas nous parler d'un cessez-le-feu qui perdure. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on communique, qu'on soit sur ces communications-là, et on n'a pas besoin, à mon sens, d'aller systématiquement sur des terrains qui ne sont pas forcément audibles pour le grand public, et on ne doit pas aller sur les terrains lorsqu'on ne maîtrise pas bien le langage, qui paraîtrait en fait pas forcément faux d'ailleurs sur des propos qui peuvent être tout à fait pertinents, exacts, mais qui ne seront pas compris et qui seront repris par des médias auxquels vous ne pourrez pas répondre. On ne sera pas capable de répondre. Donc voilà, on me dit que j'ai 5 minutes. Plus précisément sur la répression des militants, il ne faut pas que vous ayez peur. La peur n'éloigne pas le danger. Et il faut
être mesuré, réfléchi dans ses actions et dans ses interventions. Moi, je me suis fait des amis, hein, ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans que je milite pour la cause palestinienne, que je plaide, etc. Je vais sur le terrain du droit, je touche du bois. Pour l'heure, je n'ai pas eu de problème, même si j'interpelle les ministres, même si je m'élève contre des comportements, même si on a communiqué à la Cour pénale internationale ce qu'on appelle une information à la CPI qui vise le gouvernement français et des députés français pour leur complicité avec Israël, parce qu'on fait du droit et qu'on réfléchit à ce que l'on fait. Alors je ne demande pas aux militants de faire du droit, on ne va pas faire des formations accélérées, mais il faut faire attention, il y a des formations qui existent dans certaines associations sur la résistance passive, sur le militantisme. Je ne compte pas le nombre de fois où des personnes résistent à une interpellation, ce qui ne doit pas être le cas, parce que malheureusement, alors qu'on n'a pas tort à la base, à partir du moment où on va résister, on aura tort, et où les camarades de cette personne vont publier sur les réseaux l'interpellation avec la résistance qui permet de dire « Ah ben oui, j'ai la preuve au juge, ah ben oui, j'ai la preuve qu'il a résisté ». Donc, il ne faut jamais agir à la légère, et cela évitera beaucoup de problèmes, mais il faut rester droit dans ses bottes, continuer à se battre, ne pas accepter tous les interdits qu'on nous impose, et toujours aller sur le terrain judiciaire à chaque fois que c'est possible pour braver ces interdits. On a encore des magistrats qui font du droit. Je ne vais pas dire que ce soit systématique, mais ça existe encore. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est difficile en France, en tous les cas, parce que le Conseil d'État, il est plus souvent, il est assez politisé en définitive. Mais il ne faut pas hésiter, on ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, parce qu'en France, la liberté d'expression, elle est bafouée. Elle est bafouée pour nous, alors tout le monde s'en fiche, parce qu'ils n'ont pas conscience que leur tour viendra, qu'on est comme un laboratoire, que tout ce qui est testé sur les militants pour la cause palestinienne, quand ça va marcher, ça sera utilisé contre d'autres. Et il faut que tout le monde en ait bien conscience. Merci Maître. Merci Maître pour ce cours magistral. Voilà, c'est vraiment bon, c'est tout un tableau sur les méthodes et voilà, on apprend beaucoup.